Il faut trouver une sentinelle au FC Barcelone. Cette équipe est orpheline de Sergio Busquets. Cette équipe n'a pas trouvé de réponse, de satisfaction avec Oriol Romeu. De Jong et Gundogan manquent, eux, de science défensive pour tenir ce rôle et se projettent trop également, ce qui laisse de grands espaces dans leur dos. Il est temps de régler ce problème une bonne fois pour toutes. Salut l'équipe, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Data Scouting. Sans doute le concept que je préfère, étant donné que c'est ce que je fais au quotidien dans mon travail. Donc ça me challenge un peu, ça me permet de faire aussi le tour de pas mal de joueurs, parfois d'en découvrir. Je ne connais pas tous les joueurs de la planète. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros dossier du Barça, le numéro 6. Alors, vous le voyez ici, on a des milieux sur lesquels compte le Barça, plus ou moins selon les joueurs, mais le Barça compte dessus quand même. Fermin arrive doucement, Fermin Lopez. De Jong, on ne sait pas trop s'il va être vendu ou pas, mais au global, on est sur cette base. J'ai pas mis Romeu parce que j'ai le sentiment qu'on arrive déjà au bout de l'histoire et du coup, ouais, vous le voyez, on manque d'une sentinelle. Alors, c'est pas moi qui décide les rôles des joueurs là que vous voyez en dessous de chacun. C'est mon algorithme statistique que j'ai établi en soi, c'est vrai, donc c'est un peu moi parce que je lui ai dit comment catégoriser, etc. Mais ouais, il catégorise les joueurs selon leur profil, leur force dans les données statistiques, etc. Et le milieu est assez complet. Au Barça, on a un petit peu de tout. On a le profil de milieu second attaquant, donc celui qui va attaquer la surface adverse, chercher à marquer des buts, se créer des situations. Le créateur de danger, donc qui globalement c'est le milieu offensif qui peut apporter le danger de toutes les manières, par la passe, par une frappe, etc. Meneur offensif, c'est pas loin, mais c'est plus porté sur la possession et la création, et un peu dans le dernier tir, enfin un peu moins, pardon, dans le dernier tir. Box to box, ça vous connaissez. Et meneur de jeu, c'est le 8, celui qui fait le jeu au global. Donc voilà, pour conclure en beauté, il nous faut un sentinelle. Pour introduire tout ça, on va déjà jeter un œil aux performances de Sergio Busquets dans sa dernière saison avec le Barça, et voilà ce que ça donne. Juste un monstre en fait. Pour ceux qui ne sont pas habitués, je réalise ça à partir des statistiques par 90 minutes du joueur sur la saison par rapport à ceux qui évoluent au même poste. Donc toutes les compétitions sont prises en compte que le joueur a joué, mais par contre la comparaison se fait avec ceux qui évoluent dans un club des 5 premiers championnats. Elite, c'est le top 10% à son poste et critique le pire 10%, sinon c'est de 20 en 20. Ici, Busquets est évalué sur les données relatives au poste de sentinelle, les données clés. On ne va pas juger son niveau en regardant les buts marqués par exemple, et on va juger les autres joueurs dans cette vidéo sur les mêmes critères. Ici, vous le voyez clairement, il incarne ce poste. Il est au pire dans la catégorie fort. Vous allez le voir après avec les autres joueurs, mais c'est un ovni. Et là, on ne parle pas de son prime, on parle de sa dernière saison au Barça. Et ouais les gars, je pense que vous vous en êtes rendu compte cette saison. L'an dernier, il est vieux, pas rapide, allez, on n'a plus besoin de toi, De Jong va le remplacer en 6, etc. Cette saison, c'est un petit peu reviens s'il te plaît. Je caricature, mais voilà, une légende du foot, ça se remplace pas. À part à la limite par une autre légende, un joueur niveau Ballon d'Or, le Real perd Ronaldo, hop, Benzema prend le lead. Barcelone perd Neymar, perd Messi, perd Alba, perd Busquets. Bon, niveau remplacement, on sent la différence, on va dire. C'est fou de se dire qu'à 34 ans, il envoie de telles performances. Dites-vous que son graphe est meilleur que celui de Rodri cette saison. C'est vraiment une folie. Rodri est top partout, mais très faible en duel défensif. Après, je parle sur le registre sentinelle, Rodri marque plus de buts, est plus impactant offensivement, etc. Et ouais, c'est un truc qu'on remarque même avec Kroos et Modric, les légendes comme ça, même à 35 ans sur un terrain, ils arrivent encore à éliminer des matchs. Donc voilà, faut poser du respect sur ces gars-là, s'il vous plaît. Bon, trêve de bavardage, on va passer au vif du sujet, ce qui vous intéresse. Donc j'ai identifié avec mes données des profils qui pourraient faire l'affaire. En réalité, surtout pour les joueurs que j'ai appelés bons compromis, parce qu'on le sait, il n'y a pas trop d'argent chez les Catalans. Donc 3 joueurs, et on aura une première partie avec 3 autres joueurs premium, donc plus chers. En fait, c'est ça que j'appelle premium, c'est par rapport au prix. Vous verrez que c'est pas forcément mieux que les autres qui sont moins chers. C'est plutôt voilà. Mais pour les premiums, je me suis surtout inspiré des pistes évoquées côté Barça,
qui sont revenus fréquemment. Donc on va en parler parce que les trois rentrent dedans, parce que c'est vrai qu'ils ont un certain coût. On va commencer tout de suite par le moins cher des trois, Alex Garcia. Milieu de Girona, on a vu son nom évoqué plusieurs fois cette saison dans les pistes du Barça. Et ce qu'il faut dire déjà, c'est que c'est plus un 8 qu'un réel 6, selon moi. Il joue dans un double pivot en 4-2-3-1 ou 3-4-3 à côté de Herrera. Et c'est justement assez souvent Herrera ou Solis qui vont prendre cette place de 6 quand il en faut un seul devant la défense. Je suis pas nécessairement super convaincu parce que dans l'idée d'un double pivot avec De Jong dans le milieu à 4 là en rectangle un peu de Xavi, on aurait deux joueurs avec une forte qualité technique, hein. Ça c'est vrai, on le voit ici avec les données de passes progressives, donc ils font nettement progresser le jeu vers l'avant, le pourcentage de passes réussies, t'as ce qu'il faut à ce niveau-là, mais tu manques de science défensive. À la limite, s'ils vendent De Jong et qu'ils prennent Garcia, je comprends un peu l'idée, mais là, tu vas manquer aussi de taille. Il mesure 1m73 et puis on le voit, dans les duels défensifs aériens, c'est pas optimal. Donc voilà, personnellement, je lui trouve de grosses qualités, c'est sûr. Xabi Alonso s'intéresse à lui apparemment, mais dans ce rôle-là, je suis pas forcément convaincu à 100%. C'est pas impossible que ça fonctionne, mais peut-être pas optimal. Et le prochain n'est pas non plus optimal dans ce rôle-là, selon moi, c'est Joshua Kimmich. Même chose, on a beaucoup vu son nom revenir côté Barcelone, mais bien que ce soit un joueur excellent, vraiment calibre élite par la passe, même au global, calibre élite, et qu'il ait un volume défensif assez fort, c'est un joueur qui manque aussi de cette science défensive-là. Et ça, c'est pas nouveau. Les supporters du Bayern eux-mêmes le disent déjà depuis plusieurs années, si tu leur demandes. Ils vont te dire, non, Kimmich, c'est pas vraiment fait pour être un 6, mais plutôt un 8. Pour vous donner une idée, ici, je le mets en perspective avec les données de Sentinel, parce que c'est le but de la vidéo, mais mon algorithme ne l'identifie pas comme ça, plutôt comme un meneur reculé, donc à la Toni Kroos, qui, lui, joue avec des 6 à côté, que ce soit Casemiro à l'époque, ou là actuellement Tchouaméni, Kamavinga, etc. Kimmich, on le voit, ça peut lui arriver d'être un peu dépassé sur ses interventions, en retard ou maladroit, comme pour le penalty qu'il avait provoqué aussi contre Galatasaray d'ailleurs. Il a un taux de tacle glissé réussi assez faible. C'est aussi le joueur qui s'est fait le plus dribbler cette saison en Ligue des Champions, par exemple. Alors forcément, il joue à droite depuis pas mal de matchs, donc sur les ailes, t'affrontes des mecs percutants. Mais bon, c'est quand même un poste qu'il connaît bien, plus de 130 matchs dans sa carrière à droite. Et vraiment, j'en ai parlé avec de nombreux supporters. C'est vraiment un sujet qui revient depuis longtemps et ils sont tous assez d'accord sur ce point-là. La seule nuance que je pourrais apporter à la limite, c'est que le duo avec Goretzka, le double pivot un peu magique, a très bien fonctionné pendant de nombreuses saisons. Et que, si on enlève De Jong de l'équation, Gavi s'est identifié dans le même profil que Goretzka, justement. Les deux sont identifiés box-to-box, des gars qu'on retrouve un peu dans les deux surfaces avec un gros volume défensif, offensif, etc. Peut-être que il y a quelque chose à tester en cas d'arrivée de Kimmich. Mais sinon, je pense que le Barça a besoin d'avoir une valeur sûre dans le registre défensif, en plus évidemment de la qualité technique imposé par le style de jeu. Et ça tombe bien, parce que le dernier choix premium répond à ce fameux critère, Martin Zubimendi, évidemment, ou Martin Zubimendi, mais je crois que ça se dit Martin. Le milieu de la Real Sociedad, 25 ans, fin de contrat en 2027. C'est assez cher, estimé entre 40 et 60 millions, mais tu passes un step, et je pense que avec lui au milieu, tu sens la différence. C'est une valeur sûre de la Sociedad. Cette saison, c'est leur joueur de champ avec le plus de temps de jeu. Il est dans une équipe qui pratique du football attractif, qui presse l'adversaire, donc il est quand même familier des préceptes du jeu barcelonais. Il a un petit peu d'expérience européenne, que ce soit en Europa League, mais aussi en Ligue des Champions cette saison. Donc franchement, il a tout du bon choix. Alors vous le voyez, correct dans les passes progressives, donc ça peut faire tiquer au Barça, ça peut embêter. Il va moins utiliser son jeu long que Busquets ou Kroos ou Kimmich. Par contre, il sait casser des lignes. Ça, c'est une certitude. C'est un bon passeur et il a une bonne vision de jeu. Avec le projet actuel de la Sociedad, t'as pas autant de temps de jeu si t'as pas la vision qui va avec, si ta qualité technique ne suit pas. Avec lui, t'as un renfort complet, sans de faiblesse majeure et qui t'apporte cette présence défensive dont tu manques au milieu. Même dans les grosses rencontres. Regardez ici, c'est la map du match contre le PSG, la défaite 2-0.
il joue et remporte quand même 8 duels défensifs sur 8. C'est pas forcément un joueur qui va toujours avoir une immense activité défensive, je dis bien immense, hein. Il en a une forte, mais pas toujours une immense. On le voit dans les récupérations du ballon, mais c'est pas un mal. Au contraire, même un joueur qui court aux quatre coins du terrain, qui laisse des espaces dans le dos, on voit ce que ça peut donner parfois au Barça. Là, on a besoin d'une tour de contrôle, et je préfère un joueur qui va jouer un peu moins de duels et qui les remporte que l'inverse. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'est pas impactant, hein. Il y a quand même des matchs où le gars va te récupérer 17 ballons. Donc non, franchement, pour moi, c'est un super choix. Avant de passer à la suite, n'hésitez pas à me proposer en commentaire un autre projet data scouting, un buteur pour Milan par exemple, ou des choses du genre. Et puis à vous abonner si vous appréciez ce type de contenu. Likez, partagez pour donner de la force. Mais ouais, merci en tout cas d'être là. Passons maintenant aux options plus abordables, au bon compromis, donc en dessous de 20 millions d'euros. Voilà, j'ai fixé la limite. Et on commence par un joueur qui connaît bien le championnat, puisque c'est Pepe Lou, 25 ans, le milieu défensif de Valence. Bah ouais, lui aussi une valeur sûre de son équipe. Aucun coéquipier n'a plus de minutes que lui cette saison, donc voilà. Comme je le disais, il connaît le championnat, le jeu à l'espagnol. C'est d'ailleurs vraiment un profil du 6 espagnol pour moi. Il a un sacré gelon pour le coup. Il te fait des matchs avec 10-11 passes longues réussies, capable de faire passer le ballon de son camp aux 30 derniers mètres, voire à la surface adverse. Donc ouais, en une seule passe, donc ouais, c'est assez précieux. On le voit sur son rapport, mais lui, les duels, c'est pas un souci. 1m86, excellent dans les airs comme au sol, ça récupère beaucoup de ballons. Le point un peu manquant, on va dire, ce qui fait que bah oui, voilà, ça va pas forcément être un joueur qui est dans le step supérieur au niveau de la valeur marchande. Bah, c'est la qualité technique, l'exécution. C'est souvent ça qui va faire la différence dans le prix des joueurs. Comme vous le voyez, les taux de passes et dribbles réussis sont plutôt justes pour un poste aussi important avec de telles responsabilités. Comme je vous l'ai dit, il a un vrai bon gelon, une belle lecture dans ses passes, mais il y a aussi pas mal de déchets derrière. Et ça peut être le cas aussi dans les éliminations. Busquets, c'était le roi pour sortir des pressings. Pepe Lou a un peu moins cette capacité à ralentir le temps, à compenser ce gabarit avec une forte aisance technique. Il peut le faire de temps en temps, mais j'ai regardé pas mal de séquences où quand il est vraiment agressé, ça peut devenir gênant. Voilà, à côté d'un De Jong, ça pourrait peut-être compenser, mais faut parler de ça aussi. En général, voilà, comme je l'ai dit, c'est ce qui fait la différence avec les joueurs qui coûtent très cher, c'est le fait d'avoir peu de déchets. Déchets, chose très rare pour le coup chez notre prochaine cible, Leandro Paredes, 29 ans actuellement à l'AS Roma et qui réalise une très belle saison. Vous le voyez ici, les pourcentages de dribbles et de passes réussies sont excellents, en ayant quand même une prise de risque très élevée, hein, notamment dans la passe. On le voit, il a un jeu très progressif. Et pour moi, c'est sans doute sa plus grande force. La plus grande force de Paredes, c'est le ou l'un des meilleurs passeurs d'Europe. Il a une panoplie dans le registre, très très large, une grande technique de passe. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de situation où il va se dire ouais non, là je peux pas la faire. On le voit sur les screens, mais en une passe, il peut casser 3 lignes adverses et trouver son œuf dos au but comme ça. Prêt à remiser. Une chose qui pourrait être très intéressante avec Lewandowski. À lui seul, il t'offre des possibilités supplémentaires dans tes circuits de passe, très clairement. Il est aussi dans les 5 milieux avec le meilleur taux de réussite dans les duels aériens, c'est très important hein, pour une équipe qui presse parce que les adversaires vont dégager sous pression et ça permet de récupérer la possession. En revanche, vous voyez, il y a une grosse ombre au tableau, le pourcentage de duels défensifs remportés. Alors comment ça se fait ? Eh ben, plusieurs explications. Déjà, un duel défensif est considéré comme perdu si tu dois faire une faute pour arrêter l'adversaire. Et le très sud-américain Leandro Paredes est coutumier du fait quand même. Autant il sait faire des fautes intelligentes, autant il a quand même pris 17 cartons jaunes cette saison. Alors aucun rouge de mémoire, mais 17, c'est pas rien, hein, ça fait 1 tous les 3 matchs en moyenne. On sait qu'il est sanguin, qu'il aime bien la bagarre. Et deuxièmement, un duel est évidemment perdu si tu te fais dribbler. Paredes n'est pas super rapide, pas super vif, donc dans les grands espaces en transition défensif, ça pardonne pas. C'est le 5e joueur qui a subi le plus de dribbles en Serie A cette saison. Pour le coup, j'en parlais sur Twitter récemment, mais c'est vraiment ce profil à l'ancienne, le type Busquets rôle en fait, hein, ces milieux défensifs qu'on voit un peu comme nonchalants, qui sont pas rapides, mais qui compensent par le QI foot et l'intelligence de placement, ce qui au final fait qu'ils récupèrent autant de ballons hein, que ceux qui sont appelés communément les guerriers. Mais de l'autre côté,
ils sont pas forcément très rapides et ils peuvent vite être mis à mal contre des joueurs explosifs, des Musiala par exemple. C'est un peu du rang de ces joueurs d'un ancien temps, hein, qui sont bourrés de magie avec ballon, mais qui ont plus de mal à suivre dans l'évolution de ce sport qui devient de plus en plus intense, de plus en plus box-to-box, on va dire. Donc voilà, autant je pense qu'il peut apporter une certaine grinta à l'équipe, hein, un côté un peu méchant, dans le sens où c'est vrai qu'en général, on n'aime pas affronter ce genre de joueurs, mais leur malice sert toujours dans une équipe. Autant c'est un joueur qu'il vaut mieux avoir si tu surdomines l'adversaire. C'est des gars qui jouent dans un fauteuil en possession, mais qui ont plus de mal quand l'équipe souffre. Donc d'un côté, ça m'intriguerait, d'un autre, c'est peut-être trop juste de ce côté-là. Pour terminer, je voulais aller sur un prospect, une révélation de la saison, hein, vraiment, c'est littéralement un des meilleurs milieux de Bundesliga. Donc pour le coup, dans un championnat où tu es habitué à l'intensité et à la défense des grands espaces, Angelo Stiller, 23 ans, qui brille donc avec l'équipe de Stuttgart, qui fait une saison très emballante, hein, et c'est clairement un des joueurs clés. Il a été avec la formation du Bayern quand il était plus jeune, avant de rejoindre Hoffenheim, et puis Stuttgart à l'été 2023 pour 5 petits millions, vraiment un bon coup. Concrètement, le seul risque ici, c'est que vraiment là, on est sur la saison où il se révèle, hein, il montrait déjà des choses intéressantes avant, mais là, il a pris vraiment une dimension supérieure. Et la question, comme toujours, c'est est-ce qu'il peut maintenir ce niveau? Est-ce qu'il peut s'adapter dans un autre effectif, etc. Mais s'il en est capable, je pense que c'est le genre de joueur qui peut finir en PL dans pas longtemps à ce rythme-là. Vous le voyez dans le profil Sentinelle, il n'y a aucune faiblesse apparente. C'est vraiment excellent. En plus de ça, il a un jeu progressif par ses passes qui est de très haut rang. Je vous ai mis quelques maps de gros matchs cette saison, juste les passes vers l'avant, hein, je vous ai mis. Voilà, on voit qu'il n'a pas peur d'en faire et qu'il en réussit aussi beaucoup. La moyenne à ce poste, c'est entre 10 et 12 par match. Pour les duels défensifs, on a pas mal parlé des dribbles subis dans cette vidéo. Et c'est même pas celui qu'on a subi le plus dans son équipe. Il y a 6 joueurs qui en ont concédé plus que lui parmi ses coéquipiers. Donc ouais, vraiment un coup de cœur de la saison. Je sais qu'il a été repéré par pas mal de monde. Hâte de suivre l'évolution de sa carrière et j'espère que la suite sera à la hauteur de ce qu'il a montré là. On a terminé avec mes propositions. Je vais quand même vous montrer le rapport statistique de Guido Rodriguez du Betis, parce que, alors pas parce que je le conseille, mais voilà, c'est vrai que je le connais assez peu, mais parce qu'il a eu des rumeurs sur lui aussi. Bon, sur le rapport, c'est pas forcément emballant. On a un beau volume défensif. En revanche, la science défensive en elle-même, ça n'a pas l'air toujours d'être évident aussi. Peut-être qu'il fait beaucoup de fautes, etc. C'est un peu premium dans le prix, mais pas forcément sur les performances. Voilà, après, je sais qu'on m'a déjà parlé de lui à l'époque. C'est un bon joueur. Un bon joueur. Son nom était plutôt lié à des clubs comme Lyon ou Marseille, donc pas nécessairement du standing Barcelone. Mais bon, peut-être qu'à côté d'un De Jong qui apporte la qualité technique à voir. J'ai vu aussi que ça parlait de Thomas Partey. Personnellement, je l'adore. Joueur vraiment très sous-estimé pour moi. Vraiment super complet, très bon passeur, fort sous pression, etc. Mais le gros hic, c'est que depuis 2020, il a eu 10 blessures, et pas des petites blessures, parce qu'il a été éloigné des terrains. 405 jours, donc plus d'1 an passé blessé depuis 2020. Et peu importe le niveau d'un joueur, moi, si je suis directeur sportif, je mets la fiabilité physique en premier critère, parce que voilà, si tu peux pas compter sur le joueur, tu vas avoir la charge de son salaire dans le vent. Voilà l'équipe, j'espère avoir pu vous éclairer sur les rumeurs et vous présenter des alternatives moins coûteuses au cas où, parce que c'est compliqué pour le Barça. Alors évidemment, j'aurais pu vous en présenter encore plus. Il y a de très bons joueurs. Il y a Palacios, par exemple, de Leverkusen. Voilà, si j'avais été missionné par le Barça, je pense que j'aurais fait une liste avec une trentaine de noms, etc. Mais là, c'était surtout l'occasion de revenir sur ce qu'on avait pu entendre, les rumeurs, et puis montrer que sans dépenser des 1000 et des 100, tu peux aussi tenter des trucs sympas. Après, ça va être dur d'avoir le joueur idéal en baissant les prix, mais bon, faut faire avec ce qu'on a. En tout cas, si le club recrute un joueur différent de ceci, peut-être que je ferai une vidéo pour le présenter, on verra. En attendant, n'hésitez pas à me donner de la force si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à bientôt l'équipe.